voulais pas la gifler, je te jure. C'est Rosen qui me l'a demandé. Moi non plus, je voulais pas te gifler. C'est ma femme qui me l'a demandé. Salut les internets. Bravo, vous êtes sur Internet. Bienvenue sur ce nouvel épisode et bon, j'ai un petit souci. C'est pas simple à expliquer. Ça fait longtemps que je vais vous parler de ce film et de sa fin alternative, mais le problème c'est que j'ai pas les images. Ça c'est con. Cette fin a été écrite, tournée, mais elle a jamais été diffusée. Et bordel de merde, qu'est-ce que je fais? Heureusement, histoire que vous ayez quand même quelque chose de gracieux à mettre devant vos petites rétines, je vais vous proposer à la place de magnifiques séquences filmées du bonimenteur français. Coucou. Donc aujourd'hui, on va parler du film Le Professionnel. Réalisé en 1981 par Georges Lautner, à qui l'on doit plein de films célèbres avec et sans Belmondo, notamment Les Tontons Flingueurs. C'est du brutal. Oui, petit CV le garçon. Des dialogues de Michel Audiard et une musique culte de Ennio Morricone, que tous ceux qui ont grandi dans les années 90 connaissent grâce à cette pub. Royal Canin, spécialiste de l'aliment complet. Clairement, on part sur de bonnes bases. Et pour vous expliquer la naissance de ce projet ambitieux, je vais laisser la place au bonimenteur français, car il saura le faire bien mieux que moi, et puis, comme ça, c'est pas moi qui bosse. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Ouais, j'en parle de ce film. C'est à moi. Bonjour, chef francophone, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français, de A à Z. Oui, parce que celui qui s'y connaît en cinéma français, c'est Bibi. Donc tout d'abord, le film est une adaptation du livre du Britannique Patrick Alexander, Mort d'une bête à la peau fragile, qui fut un énorme succès en Angleterre sur sa critique de l'homme face à l'État. Par la suite, le livre est sorti chez nous en 1978 et paru dans la collection Série Noire de Marcel Duhamel. Eh oui, les Duhamel sont là partout. Et je pense que je vais pas terminer cette phrase parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et donc c'est Alexandre Mouchkine, grand partenaire de Belmondo en tant que producteur depuis Cartouche, qui a acheté les droits du livre et lui a conseillé de l'adapter. Et il a accepté. Il a même été demandé à Yves Boisset de s'occuper du film. Mais bon, c'est pas trop le style du réal de faire du cinéma commercial, donc il a refusé. Bon, je vais faire une petite digression, mais à cette période, Belmondo avait le choix entre Le Professionnel et Barracuda de Yves Boisset. Aucun rapport avec le personnage de la série Agence sous risque. Barracuda. Mais vu que le sujet du film parle très sensiblement de la vente des armes, ça n'a pas dû plaire au producteur et ça ne m'étonnerait pas que Boisset se soit inspiré du livre pour faire une autre version plus sérieuse. Donc Bébel a abandonné le projet et a préféré travailler sur Le Professionnel sous les conseils de Mouchkine qui n'était pas très convaincu du sujet. Bon écoute mon gars, je t'aime bien, mais il y a des fois où tu fais d'énormes erreurs. Et puis je pense que ceux d'en haut ne voulaient pas trop que ce film se fasse. C'était pas trop bon pour les affaires. Mais bon, pour en savoir plus sur le projet abandonné Barracuda, il y a la chaîne Le Forum des Images qui en a parlé sur son émission Jamais sur vos écrans. Mais bon, cessons de tergiverser et parlons vraiment comment s'est passé le tournage du film Le Professionnel. Alors, par où commencer? Suite à ça, ils travaillèrent sur le film et Bébel demanda à Georges Lautner, un grand habitué de sa filmographie, d'adapter le livre. Mais bon, il y a eu certains coups de revers du gauche et de revers du droit. Tout d'abord, Belmondo étant coproducteur et distributeur du film, il voulut changer le titre du livre avec le publiciste René Château, et bien évidemment, il y a eu des réticences du côté de Mouchkine, Lautner et Audiard. Parce qu'il fallait qu'il y ait un titre qui claque. Et là, pour Michel Audiard, qui s'occupait des dialogues, il n'était pas très passionné par le film parce que, en même temps, il était en plein travail sur les dialogues de Garde à vue de Claude Miller. Et on voit l'énorme écart qu'il y a entre les dialogues de Garde à vue et du Professionnel. Il y a deux catégories de flics. Les spontanés et les tordus. Vous faites partie des tordus. Parce que je vais vous dire une bonne chose, moi. Votre coup de la corne de brume tout à l'heure, ça c'est particulièrement tordu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je l'ai pas entendu, c'est que j'étais ailleurs. Eh ben oui, j'étais ailleurs. J'étais ailleurs, mais pas où vous croyez. Pas sur les dunes de Saint-Clément. Non, j'étais sur une pute. Voilà. Je ne dirai rien. Je n'ameuterai pas à l'hôtel, je ne poserai pas de questions, mais dehors. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est moi le responsable. Je m'en vais. Pierrot a rejoint Colombine. Arlequin disparaît sur la pointe des pieds. Très bien.
Et donc il a plutôt laissé une partie de son travail à son fils Jacques. Oui, il y a son nom et je ne sais pas si ça lui faisait plaisir de travailler sur ce film. Je pense qu'il a dû le ressentir comme une corvée. Et même il y aurait quelques dialogues écrits par Francis Weber, mais il n'est pas crédité au générique. Parce qu'il y a eu un énorme conflit entre les deux. Quand vous regardez le travail de ces deux dialoguistes, il n'y a pas photo, ils sont pas du tout conformes. Ce qui fait qu'il y a presque 2 films en un à cause des tons très différents dans certaines parties du métrage. Et cette réplique, je m'y ferai jamais. Et un casse-casse poulet, hein? Il y a aussi eu des conflits sur le scénario entre Audi Harper et Lautner. Je remarque aussi qu'il y a un problème sur le choix du ton entre la légèreté et le sérieux. En plus de ça, alors que ça aurait dû être Philippe Sard qui s'occupe de la musique du film vu qu'il a été un grand collaborateur de Lautner, Belmondo, qui n'était pas un grand fan de son travail sur le Guignolo, a décidé de le remplacer pour Ennio Morricone. C'est un bien pour un mal. Et encore... Alors que Morricone avait composé une superbe musique, on lui a demandé de la changer. À la base, la musique venait de l'une de ses anciennes BO du métrage Como Maddalena qu'il a changé pour avoir un ton plus rythmé et plus en raccord avec le personnage de Belmondo. Ensuite, il a écrit plusieurs thèmes et genres musicaux pour le film, mais voilà qu'un gars de la production écoutait les musiques et voulait cette version qui se nomme Shimai et que vous entendez plusieurs fois dans le film, même beaucoup trop de fois. Morricone ne voulait pas de cette musique, mais ça a été mis quand même sans son consentement. On a dû avoir une mélodie qui se nomme Le vent, le cri. Regardez les différences. Le Shimai. Et voici Le vent, le cri. Ah bah y a pas photo, ils ont fait une énorme connerie. On passe d'une composition qui se répète à longueur de journée à quelque chose d'entraînant dans cette version qui est plus réussie. Donc ce que vous écoutez dans le film n'est pas sa vraie version, mais c'est... On peut le dire, sa version canin. Royal Rabbin. Tu te marres, toi, hein? Ouais, c'est marrant, ça. Petit salaud. Mais bon, ce single a été vendu à plus de 3 millions de disques, donc on va dire que ce fut un franc succès. Mais sinon, on va rester sur le fait que le tournage s'est bien passé et que le film a été un franc succès. Donc, à vous les studios. Bravo, joli travail. Il me plaît beaucoup. Il est charmant. Donc, comme d'habitude, c'est le moment de l'alerte spoiler, car nous allons parler de la fin originale, sortie au cinéma et devenue culte, avant d'aborder la fin alternative. Pour rappel, le dictateur africain était abattu à la place de Jean-Paul, qui décide, pour fêter cette fâcheuse confusion, d'aller prendre l'air. Il sort d'un pas nonchalant et est alpagué par la demoiselle de joie. Qu'est-ce qui se passe ici? Il lui fait un point sur la situation. Rosen est mort. Njala est mort. Quant à moi, ça se décide en ce moment. Puis, il se sent obligé de décliner sa proposition de co-hélicoptage. Non. Mais je serais vous, je resterai pas dans la ligne de tir. Il repart en direction de l'hélicoptère, le colonel met la pression au ministre pour qu'il prenne une décision et paf bébé. Faux raccord, vue d'hélicoptère, Ennio Morricone, générique de fin. On va pas passer par 4 chemins, cette fin est culte, mais il existe une autre fin. Qui a été tournée également, mais jamais diffusée. Donc, on n'a pas les images, mais grâce à la magie de YouTube, on va se débrouiller pour faire comme si on les avait. Donc retour en arrière. Oui, je maîtrise le montage. Ce type-là est un professionnel. Petite discussion à la sortie du château. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le ministre? Et qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, le tuer ou le laisser partir. Mais c'est vous qui décidez. Jean-Paul part en direction de l'hélicoptère. Et bordel de merde, qu'est-ce que je fais? C'est de la merde. Bon, on va pas se mentir, c'est mieux qu'on n'ait pas eu cette fin. Mais le plus intéressant, c'est son contexte. En 1981, Jean-Paul Belmondo, c'est le patron du cinéma français. Il remplit les salles juste avec son nom. Depuis 1970, Belmondo dans un film, c'est 1,5 million d'entrées minimum, et souvent beaucoup plus. Sauf pour Stravinsky, qui fut seulement 1 million d'entrées. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une super vidéo sur l'histoire de ce film. Et Jean-Paul Belmondo est une icône au-delà de nos frontières. Le tournage des Tribulations d'un Chinois en Chine a inspiré le cinéma hongkongais. Au Japon, triomphe le manga Cobra, et la nouvelle vague va lancer le nouvel Hollywood des années 70. Rien que ça.
Les producteurs exigent donc un happy ending, car ils ont peur que le public réagisse mal à la mort de Bébel. On ne touche pas à une icône. Ils estiment que cela pourrait faire baisser le nombre d'entrées en salle, ce qui est aussi bête que prévisible. Alain Poiret, producteur du film pour Gaumont, aurait dit « Si Belmondo meurt à la fin, vous perdez 250 000 entrées à Paris ». Monsieur Poiret, j'ai envie de vous dire zut, parce que si Belmondo perdait des spectateurs quand il meurt dans ses films, on le saurait. J'ai fait une petite liste non exhaustive, donc attention spoiler. Donc il meurt dans À bout de souffle, Le Toulouse, Weekend as We Coat, Pierrot le Fou, Borsalino, L'Héritier et Stavisky. Et tous ont dépassé le million de spectateurs, oui, même Stavisky. Donc mon cher Poiret, il faut revoir ces classiques. On se retrouve un peu avec le même problème que la version américaine du Grand Bleu. Car, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur le sujet, les Américains ont eu droit à une fin différente du film de Luc Besson. Et clairement, c'est de la merde. Mais le réalisateur voulait absolument la fin où Jocelyn meurt. Et il se trouve qu'une autre personne avait elle aussi très envie de tuer le personnage principal, Jean-Paul Belmondo. Je débarque sans prévenir, impromptu, pour un peu sans gêne. Et en plus d'être tête d'affiche du film, il était également coproducteur via sa société Cerrito Films. Ainsi, il peut mettre juste ce qu'il fallait comme pression sur les producteurs pour qu'ils renoncent au happy ending. Et il en profita pour leur suggérer de rajouter une musique qu'il avait entendue à la radio. Les producteurs finirent par céder et acceptèrent de tuer Jocelyn Beaumont. Il faut le stopper. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre de le stopper. Et heureusement, car pour être honnête, c'est grâce à cette fin que tout le monde se rappelle du film. Le reste est, disons, inégal. En dehors de la première partie en Afrique, Bébel fait du Bébel. Si la lumière vous gêne, faites-la éteindre. Si on aime Bébel, c'est cool, mais c'est pas très original. Tout comme la mise en scène. Et tu noteras que ce fut l'un des premiers films français à parler de la France-Afrique et de ses sphères d'influence avec la France. Très maladroitement, mais quand même. Et chose amusante, le film est sorti à l'époque où Giscard avait cette affaire qui s'appelle l'affaire des diamants de Bokassa. Et je pense que ça lui a valu de perdre les élections présidentielles. Mauvais, je crois que je suis mauvais. Et le montage a quelque peu mal vieilli. Certaines scènes sont très mal montées. Explique-moi. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un choix du monteur et du réalisateur, ou bien s'il y a eu des soucis lors du tournage qui font que c'est impossible de bien monter une scène lorsque tu n'as pas pu tourner tous les plans. Je déteste le facteur humain. Les retakes, c'est bien quand tu n'es pas à 2 millions près, mais c'est beaucoup plus problématique avec le budget d'un film français. Ça va être dur de convaincre les producteurs de payer l'acteur français le plus cher, une équipe technique, le matériel et le décor, juste pour faire un contre-champ de quelques secondes. Donc, tu te retrouves avec un raccord dégueulasse car lors du tournage, t'as pas eu le temps de faire le contre-champ, parce que t'as perdu 1h30 en raison d'un acteur coincé dans les bouchons et de la météo. Et je ne dis pas du tout ça parce que c'est ce qui vient de m'arriver. Nous sommes le 3 août et il pleut, toujours, depuis 1 mois et demi, j'adore ça. Alors je ne sais pas si ça arrivait sur ce film, mais c'est important de savoir que ce genre de problème impacte la mise en scène sur beaucoup de films. On prépare une affaire avec beaucoup de soin, on essaie de tout prévoir, et brusquement surgit cette saloperie de facteur humain. Et c'est très difficile à rattraper lorsque le premier réflexe d'un directeur de production, c'est de te répondre « Ton tournage de 8 semaines, on va le faire en 7 ». Saloperie de facteur humain. Mais là je m'écarte du sujet. Le film a de bonnes idées, mais il pêche parfois dans la mise en scène. Je pense notamment au duel avec Robert Hossein, faire du Sergio Leone dans le Paris d'aujourd'hui, enfin le Paris des années 80, c'est bien, c'est une super idée, mais il faut être à la hauteur de ses ambitions. Et là, clairement, c'est pas vraiment le cas. Heureusement qu'il avait Ennio Morricone à la musique, car ni la mise en scène ni le montage n'arrivent à la cheville du maître du western spaghetti. Heureusement, au final, cette fin est devenue culte, la bande originale du film s'est vendue à 2 millions d'exemplaires, et le film a fait 5,2 millions d'entrées, soit à ce moment-là le meilleur score de Jean-Paul Belmondo en tant que premier rôle. Alain Poiret a vraiment pas eu le nez creux sur ce coup-là. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français, c'est juste, mais c'est pas français. Ah, tu l'as dit, oui. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que heureusement, parfois, l'artistique prend le dessus sur le business. Et que bizarrement, quand c'est le cas, en plus, ça réussit au business. Bonne nouvelle. Donc amis réalisateurs, faites comme dans le professionnel, tuez vos personnages. Et pour illustrer mon propos, je vous laisse avec les images de films qu'on aurait pu éviter avec une telle volonté. Mais avant ça, merci au bonimenteur français pour sa participation. Merci encore pour ton invitation. Sur ce, je te dis à la prochaine et je mentionne les films que tu oublies de mentionner. Pensez à aller sur sa chaîne et à vous abonner, ainsi qu'à ma chaîne si c'est pas encore le cas.
le pouce bleu de l'amour, partagez la vidéo, vous avez l'habitude. Sur ce, bisous virils et à bientôt sur les internets. C'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller.